I was born black, and a woman. Les femmes constituent une force, mais nous n'avons pas toujours conscience de notre puissance. I was taking grave risk in standing before audiences and saying the things that I believed. L'année 2020 correspond au 60e anniversaire des indépendances de 17 pays africains, dont l'actuelle République démocratique du Congo. L'exposition Through Her, True Her remet en question l'effacement des récits des femmes artistes afrodescendantes de la scène artistique mainstream ou des grandes collections des institutions du pays, comme celle du Musée d'art contemporain de Gand, le SMAC. Cette exposition, initialement prévue au printemps 2020 au Centre culturel de Strombeek dans le Brabant flamand, co-curatée par Anne Simpoma et Pascal Obolo, est reportée et aura lieu du 8 janvier au 4 mars 2021. Pour autant, les questions de visibilité des corps des femmes noires, ainsi que celles qui concernent l'effacement de leur récit des récits globaux, s'avèrent d'une actualité encore plus cruciale dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. L'idée de cette série de podcasts sur une proposition de Pascal Obolo est née de cette envie de partager nos expériences de femmes, artistes racisées, face à cette période de confinement, dramatique pour les intermittents et intermittentes de la culture, et de les mettre en dialogue avec des récits qui racontent l'histoire coloniale d'un point de vue décentré et différent de celui des voix habituelles. Podcast numéro 2. Ludo de Witt est un sociologue et écrivain belge, internationalement connu pour son livre « L'assassinat de Lumumba » sur le meurtre de Patrice Lumumba. C'est également l'auteur de « L'ascension de Mobutu ». Comment la Belgique et les USA ont fabriqué un dictateur, qui explique en détail comment les puissances occidentales continuèrent à exercer leur contrôle impérialiste sur le gouvernement congolais bien après qu'il ait obtenu son indépendance. La conquête et l'occupation de l'Afrique centrale et la fondation de l'État indépendant du Congo en 1885 étaient vraiment dans l'air du temps. C'était l'époque, deuxième moitié du 19e siècle, de l'impérialisme, c'est-à-dire une époque où le capitalisme s'était tellement développé qu'on était en train de chercher dans le sud des terrains où il y avait les matières premières qu'on devait utiliser, intégrer dans l'économie capitaliste. La Belgique lui a donc concédé le droit d'être le roi de deux pays, le roi de la Belgique, un roi constitutionnel, et un roi du Congo où il allait installer un régime despotique. Sans cette aide discrète mais très importante de la Belgique, Léopold II n'aurait jamais pu réaliser son rêve colonialiste et amener jusqu'au bout son entreprise économique au Congo. Le soutien de la Belgique officielle pour cette entreprise léopoldienne était décisive. Une entreprise léopoldienne, et ça je veux vous rappeler quand même, qui, selon donc des estimations des démographes sérieux comme Léon de Saint-Moulin ou Jan van Sina, a provoqué, dans l'hypothèse, parce qu'on n'a pas les chiffres, qu'il y avait 20 millions de Congolais au moment de l'occupation du Congo, cette entreprise léopoldienne a donc coûté la vie à 6 à 12 millions de Congolais. Des morts, pas seulement des massacres, pas seulement des punitions expéditives, mais aussi notamment par des famines, par des peuples qui étaient en fuite pour la force publique, aussi suite aux ravages qui ont été provoqués par la maladie du sommeil qui a été importée par les Européens. Maintenant,
le régime léopoldien était un régime despotique et caractérisé par les choses suivantes. Un, la base était un vol colossal de soi-disant terres vacantes. C'était des terres ancestrales des populations locales qui n'étaient pas exploitées directement, et toutes ces terres ont été accaparées par l'État indépendant du Congo. En même temps, le roi Léopold a instauré une monopole commercial, donc tout l'ivoire et ensuite le caoutchouc qui a été récolté, produit au Congo, était à transférer via les mains de l'État. Donc, la ligne de défense de l'élite belge aujourd'hui, que, en fait, le Congo léopoldien est un projet de Léopold, de lui seul, d'un individu, est faux. C'est vraiment un projet à laquelle la Belgique officielle, le capital officiel, a participé et de façon extrêmement décisive. Il n'y avait pas seulement les prêts qui ont été accordés, mais il y avait aussi donc le fait qu'il y avait le capital privé qui s'est investi massivement dans le projet. Il y a des banquiers comme Nagelmakers, comme Ampin, comme Lambert, il y avait le Deutsche Bank, tous ces banquiers, ils ont à l'époque donc investi dans le projet léopoldien. Et tout ça s'est abouti, ça a eu un couronnement important. C'est au moment où Léopold a donc mis à la disposition des concessions gigantesques de terrain, des terrains qu'il avait donc accaparés dans les années précédentes, qu'il a mis à la disposition de ce capital et qui a donc résulté dans la fondation en 1906 de la Union minière au Katanga et de la Fer minière au Kassai, qui deviennent donc les joyaux de la couronne du capitalisme belge. Contre cette construction de cet État indépendant du Congo, il y avait une résistance farouche des populations, une résistance qui jusqu'à maintenant, dans l'opinion publique, chez nous a été gardée invisible, mais qui était très réelle, avec pas mal de révoltes, des révoltes qui ont été matées par la force publique. J'ai beau fermer les yeux, j'ai encore ces visions de corps avachis sur le sol, de la route de la perdition. Et j'ai hurlé comme après ma circoncision. Je suis entouré de fantômes, où est-ce la mort qui fait apparition? J'en ai pissé dans mon lit, sommeil interrompu. Et j'ai du mal à en parler à bâton rompu. Août 89, je m'en souviens. J'ai été pris de crampe, un talon sur la tempe, à implorer que les enfants décampent. Ils ont voulu nous humilier à travers nos descendances, que les ovaires de nos femmes soient souillés de leurs semences. Depuis ce jour, j'ai que notre famille est maudite. La mort gravite autour de nous et je le sens. Après les pillages, je suis retourné au village. J'ai abandonné Lucienne, les enfants et mon pays d'ancrage, prétextant que l'armée chassait les Kassaïens. Mais ce que j'ai fui m'a rattrapé par un autre moyen. Preuve en est, même si le pays est divisé, mon fils aîné de 13 ans est rentré dans une de leurs unités. Pardonne ma lâcheté. Au pays de la devise et de la débrouillardise, on n'a pas attendu eBay pour faire du troc. Je passe du chantier à la cuisine, du ciment au manioc. Faut investir dans l'avenir comme dit le Front commun. Je répare un camion pour faire dans les transports en commun. Je viendrai chez vous dès que mes papiers seront fixés. T-shirt à l'effigie de Lumumba et leur faire oublier le Tché. Je rêve de jouer au loto, boire de cette bière du temps de l'Union minière et du MPR. Visiter votre Matongé, chaussée d'XL. Donne-moi de tes nouvelles par téléphone ou par mail. Que Dieu te garde, tu restes dans mes prières, je t'embrasse. À partir du moment où la Belgique a repris le Congo, c'était fini avec les abus. Il y avait certainement encore un certain paternalisme, mais on a commencé à développer donc une santé publique
un enseignement de qualité. Et donc, en quelque sorte, on est arrivé dans une situation idyllique avec une colonie qui est construite à partir de rien, ex nihilo, et qui présentait donc une césure totale avec le passé. Bien, il faut dire que ça c'est une interprétation, une défense pro domo qui est complètement faux. Notamment le fait, pour commencer, que le travail forcé, qui était la base de l'exploitation économique sous Léopold II, ce travail forcé a continué à exister dans la colonie belge encore pendant des décennies. Je donne un exemple. Pour la construction du chemin de fer de Matadi à Léopoldville, Kinshasa, entre 1923 jusqu'à 1932, on avait donc réquisitionné 7000 forçats, des forçats qu'on est allé chercher à 2000 km de loin, y compris 8000 femmes et enfants. Et de ces 7000 forçats, il y en a presque la moitié qui ont péri pendant la construction de ce chemin de fer. La Belgique a raison qu'on parlait d'un paternalisme qui existait aux colonies belges, mais c'était un paternalisme qui était pire que ça. En fait, c'était une ségrégation raciale, un système d'apartheid qui, selon des observateurs sérieux, comme notamment le professeur Van Bilzen, qui a dû constater que dans les années 50, c'est-à-dire donc dans les années avant l'indépendance, ce système d'apartheid était beaucoup plus rigide et beaucoup plus dur au Congo qu'en Afrique du Sud. Donc en Afrique du Sud, avant les émeutes et les massacres de Sharpeville et le durcissement des lois d'apartheid dans l'Afrique du Sud. On a toujours essayé de bloquer ou au moins de limiter le développement d'une bourgeoisie autochtone, d'une élite autochtone, ventre plein, nègre content. On voulait éviter qu'il y avait une élite qui n'était pas là, et qui n'était pas là au moment où il y avait les premières émeutes pour exiger l'indépendance, et ça cela constaté dans un discours par le roi Baudouin, qui disait à un certain moment dans ce discours que malheureusement qu'il n'y avait pas des élites sages et essentiellement conservateurs qui sont là, à laquelle qu'on peut transférer donc le pouvoir politique du Congo. Il y avait une forte concentration du capital colonial. En 1930, 75% des investissements étaient faits par seulement 4 sociétés et 60% des investissements étaient faits par la Société Générale de Belgique. Et entre ces grandes sociétés, ces grandes semi-monopoles, ces trusts et l'État, il y avait une vraie symbiose. C'est donc ensemble qu'ils ont en quelque sorte géré la colonie. Les révoltes de la population, des populations contre l'occupation coloniale qui avait commencé dès le premier moment de l'occupation du terrain par les troupes de Léopold II, a continué pendant des décennies jusqu'à la fin de Seconde Guerre mondiale, à l'époque donc de la colonie belge. Il y avait notamment un très grand soulèvement des Pendé au début des années 30 qui a donc été maté dans le sang, avec 500 jusqu'à 600 morts chez la population. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque où l'effort de guerre a donc encore augmenté l'exploitation de la population, il y avait eu pas mal
de révolte, de grève. Il y avait des grèves des dockers de Matadi, réprimées dans le sang. Il y avait une grève des travailleurs de l'Union minière au Katanga en 1941 pour protester contre les salaires de misère. La population, les travailleurs, ils avaient faim. Eh bien, à un certain moment, en décembre 1941, on avait rassemblé donc les grévistes, hommes et leurs femmes et les enfants dans le stade à Lubumbashi. Et là, l'armée coloniale a commencé à tirer sur les grévistes et leurs familles avec des dizaines de morts comme résultat. Il y avait encore eu des révoltes à Massisi, il y avait encore eu une mutinerie de la force publique à Luluabour vers la fin de la guerre mondiale qui a été matée. Et suite à cette révolte, on avait pendu des dizaines de mutins. L'écrasement de ces révoltes pendant la Deuxième Guerre mondiale et la silence relative des populations suite à cette répression a fait générer dans la tête de l'élite belge qu'on pouvait encore continuer à exploiter le Congo encore pour un temps indéterminé. Pour cette élite belge qui était tombée, ou qui a reçu dans les mains donc, cette gigantesque richesse du Congo, n'a pas vraiment compris la mentalité mondiale qui était en train de se produire pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, une époque où la lutte inter-impérialiste entre les différents pouvoirs allait contribuer à effriter les royaumes coloniaux. Et donc, il y a eu donc un mouvement pro-indépendantiste dans le monde, dans le tiers-monde, avec l'indépendance de la Chine, avec l'indépendance de l'Indonésie et avec toutes sortes d'autres pays qui deviennent indépendants. Pour la Belgique, avec son élite petite et bornée, qui était en quelque sorte un parvenu sur la scène coloniale, on n'avait pas vu ça. Et il y a une anecdote qui exprime, qui rend visible très clairement cette attitude. En fin 55, il y avait un professeur à l'université coloniale d'Anvers qui avait écrit un article dans une revue théorique de wet op maatschappelijk gebied, et dedans, il propose de conduire le Congo vers une indépendance limitée dans 30 ans, donc c'est-à-dire en 1986. Eh bien, contre cette proposition, ça a provoqué une telle émotion avec des demandes de licencier Van Bilzen de son chaire à l'université, que c'était vraiment devenu impensable pour cette élite qu'on allait donc avoir une indépendance du Congo, qu'on aurait dû lâcher la colonie même 30 années après. Et donc, ce qui s'est produit au début de l'année 59, donc on a eu une suite à l'interdiction d'une manifestation. C'était l'époque où les premières manifestations politiques étaient en train de se produire. Il ne faut pas oublier que dans la période précédente, il y avait cette interdiction de former des partis politiques, de former des syndicats. Il y a vraiment une époque où tous les droits fondamentaux étaient interdits, n'étaient pas accessibles pour les populations congolaises. En début 59, il y avait une manifestation
une manifestation qui avait été demandée par une association socioculturelle était interdit. À ce moment-là, on a eu une explosion de colère chez la population dans la capitale. Et pendant plusieurs jours, il y avait des dizaines de milliers de Congolais qui ont pris en assaut donc tous les symboles de la colonisation dans la capitale. On a maté cette révolte dans le sang. Il y avait eu quelques centaines de morts et en plus on avait donc relégué des centaines de soi-disant agitateurs vers l'intérieur du pays. Une mesure qui, en quelque sorte, a aidé à divulguer le virus nationaliste pro-indépendance dans la population beaucoup plus large. Et donc, au courant de l'année 59, on voit que, ces aspirations pro-nationalistes, des aspirations qui étaient déjà bien présentes dans la seule élite congolaise qu'on avait formée jusqu'à ce moment, c'était le clérus, le clergé catholique, donc les prêtres et les séminaristes congolais, qui étaient déjà, ça c'est une enquête qu'il a bien démontré, une enquête de 56, ils étaient presque à 100% pour une indépendance du Congo. Eh bien, ces idées commençaient à être divulguées un peu partout dans le Congo au courant de l'année 59. Et c'est donc au début de l'année 60 qu'on a vu que le gouvernement belge a fait un tournant stratégique. Un tournant stratégique dans ce sens que au début de l'année 59, on avait encore l'idée qu'on pouvait garder le Congo sous son contrôle pour un temps indéterminé, pour des dizaines d'années. Mais début 60, on décide d'accorder cette indépendance, donc organiser des élections et accorder les indépendances dans les 6 mois qui suivent, donc extrêmement vite. Et quelle était la logique du gouvernement belge? On avait cru que si on allait accorder cette indépendance très vite, on allait plus dévancer la radicalisation de la population. Et quand on voit donc les discussions à l'intérieur de cette élite, on voit que on était convaincu que si on allait procéder ainsi, on pouvait espérer que plus ou moins 80% des élus congolais dans un parlement congolais seraient des élus dociles, pro-belges, donc des élus qui allaient accepter un schéma néocolonial, c'est-à-dire avoir une indépendance formelle avec un président noir, avec des ministres noirs, un gouvernement noir, mais dans les coulisses, ce serait toujours l'ancien colonisateur et surtout les pouvoirs politiques et les pouvoirs financiers qui allaient tirer aux ficelles. Ça, c'était un peu le schéma de la Belgique qui était bien compréhensible. C'est un schéma qui était très intelligent quand on le juge de son point de vue. Pourquoi? Parce que au moment où on a décidé ça, au début de l'année 60, ils ont vu que des tentatives d'écraser militairement dans l'œuf des mouvements indépendantistes était quelque chose qui n'était pas garanti. Alors vient l'indépendance, le 30 juin, il y a d'abord le discours du roi Baudouin, d'un paternalisme extrême et d'un révisionnisme extrême dans lequel il présente le Congo comme le produit, le cadeau ou l'œuvre du génie du roi Léopold II. Bien qu'on sait qu'on avait conquéri ce pays dans le sang. Et alors, on avait eu donc cette réaction du Premier ministre Lumumba qui prend d'une façon inattendue la parole. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux,
je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Voilà, si, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, mes frères de race, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu
vous dire au nom du gouvernement, en ces jours magnifiques de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains. Ce discours qui peut paraître aujourd'hui pas trop offensif, eh bien ça c'est vraiment tombé comme une bombe atomique sur la tête de l'élite belge. Jusqu'à ce moment, le Congo c'était l'empire du silence. On ne demandait jamais l'avis des Congolais. L'opinion des Congolais ne compte pas. Et alors, le 30 juin, on entend donc pas seulement qu'il y a un Congolais qui prend la parole, mais qui, en plus, il met à sa place le roi Baudouin, qui n'accepte pas le révisionnisme dans son discours, qui n'accepte pas le fait que ces festivités pour l'indépendance sont mises sous le signe d'un cadeau généreux du colonisateur. Non, qui prend la parole et qui émet des mots qui sont dirigés vers la population, vers les combattants pour l'indépendance, qui explique la nature vraie de la colonisation, qui parle des cachots, du racisme, qui parle des punitions expéditives, etc. Et qui explique qu'il y a un projet maintenant qu'on peut réaliser et qui est un projet progressiste, qui veut en finir avec tous les avantages super colonialistes, notamment qui veut finir avec le scandale des terres vacantes qui ont été accaparées et distribuées aux grandes sociétés coloniales, qui dit aussi que le Congo indépendant veut soutenir tous les mouvements indépendantistes en Afrique, parce que aussi longtemps qu'il y a encore une partie de l'Afrique qui n'est pas libérée du colonialisme, alors il n'y a personne en Afrique qui est libéré. Et donc tout ça provoque un tollé, ça c'est vrai, ça c'est tout à fait vrai, et ça a instigé, a stimulé certains commentateurs et analystes pour dire que c'est ce discours qui a condamné à mort Patrice Lumumba. Eh bien, je crois que c'est faux. Ça, c'est faux. Quand on voit dans les archives, quand on voit les commentaires chez les diplomates internationaux dans le gouvernement belge, on dit très vite le soupe ne sera pas mangé aussi chaud qu'elle est servie. On comprend que, en quelque sorte, Lumumba veut prendre une certaine place importante dans ses festivités, et probablement il a ses mots, mais les actes, ils ne vont pas suivre. Donc, on voulait encore continuer à croire dans une possibilité de contrôler la situation, et l'instrument pour contrôler cette situation, c'était l'armée congolaise. Quelques jours avant l'indépendance, le ministre des colonies, il a dit à des journalistes, grâce à l'armée congolaise, j'ai pas peur pour cette indépendance. Et pourquoi c'est le fait? C'est parce que la force publique, donc l'armée coloniale, a été transférée intégralement, sans changement
structurelle vers le Congo indépendant, ce qui veut dire que dans le système racisé de la colonie, tous les officiers étaient blancs, c'était des Belges, très conservateurs, avec comme idole la monarchie belge, fondateur du Congo, et tous les soldats étaient des Congolais. Et donc, la Belgique a cru que, grâce à ce caste d'officiers, elle pouvait contrôler, contenir le gouvernement Lumumba. Et donc, quand on lit les analyses à l'époque des scientifiques sérieux, comme les gens du CRIS, par exemple, ils disaient, c'est tout à fait clair que cette armée, avec cette caste officielle, peut être considérée par le gouvernement Lumumba comme un grand danger pour lui. Eh bien, quelques jours après l'indépendance, suite au fait que le commandant en chef de cette armée, le général Janssens, un officier extrêmement réactionnaire et royaliste, qui met sur un tableau avant l'indépendance égale après l'indépendance, c'est-à-dire rien va changer pour vous. Il n'y aurait pas de promotion, il n'y aurait pas des officiers noirs à court terme, et ça, rien que et n'importe quoi que le gouvernement Lumumba décide, en quelque sorte, c'était donc une déclaration d'insubordination au gouvernement Lumumba, il y a une rébellion qui éclate, une mutinerie qui éclate dans l'armée congolaise. Cette mutinerie, orientée contre le général Janssens, avait des revendications très concrètes, c'est-à-dire africaniser l'armée, avoir des promotions pour des soldats congolais, augmentation des salaires. Et donc, Lumumba, effectivement, il avait compris que, en fait, ce n'était pas vraiment une mutinerie, mais plutôt un mouvement de protestation sociale. Un mouvement social, un mouvement syndical pour des revendications très légitimes. Des revendications qu'il avait déjà défendues pendant des mois avant l'indépendance, en demandant que cette indépendance devait devenir concrète aussi pour les soldats et qu'il faut une vraie armée congolaise, pas une armée colonialiste dans la tradition de la force publique de Léopold II. Et donc, Lumumba, il soutient les soldats, il démissionne, il démet de ses fonctions le général Janssens, il nomme Mobutu comme chef d'état-major de l'armée et il invite les soldats d'élire leurs officiers. D'élire leurs officiers et faire un tri chez les officiers belges, c'est-à-dire ceux qui sont trop conservateurs, trop racistes, on va les renvoyer à la maison et les autres peuvent rester comme des conseillers. C'était une approche démocratique de la part de Lumumba, qui était d'ailleurs pas acceptée par Mobutu. Il a dû l'accepter contre son gré, parce que Mobutu voulait vraiment nommer d'un haut vers le bas les officiers congolais. On voit la différence entre l'attitude démocratique du Premier ministre et l'attitude administrative de Mobutu, chef d'état-major de l'armée, ce qui déjà nous dit quelque chose sur les événements qui vont suivre. Une fois que l'armée était africanisée, pour la Belgique, c'était clair que cette colonne vertébrale de l'armée congolaise était brisée, cette armée avec laquelle on voulait tenir sous contrôle le gouvernement Lumumba. Et dès ce moment, la Belgique avait décidé d'en finir avec Lumumba. À ce moment, Lumumba avait joint l'acte à la parole. Et donc, ce que fait le gouvernement belge, à l'ouest du Congo, un petit nombre de Congolais avaient
des mutins, ils avaient violé quelques dizaines de femmes blanches, ce qui a provoqué un grand exode de la population blanche. Mais à l'est du Congo, au Katanga, où il n'y avait pas d'irrégularité, des émeutes, là, il y avait des officiers blancs de l'armée congolaise qui ont refusé d'accepter cette africanisation, qui se sont armés et qui ont donc commencé à bloquer cette africanisation. Et c'est là, effectivement, où il n'y avait pas des émeutes, que l'armée belge intervient au Katanga, soi-disant pour protéger la population blanche, mais elle intervient pas où on avait eu les troupes, qui d'ailleurs entre-temps étaient sous contrôle, mais à l'est du pays, à plus de 2000 km, donc au Katanga, pour soutenir les officiers blancs qui s'étaient révoltés contre le gouvernement Lumumba, et ensemble, ils ont hissé au pouvoir au Katanga Moïse Tshombe comme président d'un État indépendant, l'État indépendant du Katanga. Avec cela, la Belgique voulait complètement démanteler l'État central et donc affaiblir mortellement le gouvernement Lumumba, parce que le Katanga, avec toutes ses richesses dans le sous-sol, était responsable pour plus ou moins 70% des recettes de l'État congolais. Donc, on connaît ce qui a été suivi, et donc tout ça a été expliqué dans mon livre L'assassinat de Lumumba. Lumumba fait un appel aux Nations Unies pour protéger le pays contre cette agression extérieure. Il y a une intervention des casques bleus, notamment des casques bleus marocains, ghanéens, mais aussi des Suédois, et toute la hiérarchie, donc les postes supérieurs de l'organisation des casques bleus étaient aux mains des Américains, des Irlandais et des Suédois. Le secrétaire général des Nations Unies, d'ailleurs, c'était Dag Hammarskjöld, un Suédois. Les Nations Unies, les casques bleus, ils organisent un combine avec les troupes belges sur place. Tous les troupes belges sur place, ils partent, sauf au Katanga, où ils changent d'uniforme. Donc ils changent leur uniforme de l'armée belge pour un uniforme katangais. Ils forment l'armée katangaise, et là ils peuvent continuer à contrôler cet État indépendant, cette sécession. Le Lumumba, il n'accepte pas cet arrangement, qui est une trahison de sa demande pour intervenir, et à ce moment, il y a donc une décision qui a été faite par la Belgique pour pousser le président Kasavubu pour démettre de ses fonctions Patrice Lumumba. Finalement, Kasavubu, il le fait avec le support des casques bleus et avec une intervention financière des Américains pour acheter certaines compagnies de l'armée congolaise. Cette action du président était illégale parce que, en fait, la loi fondamentale du Congo, donc la Constitution, était une copie de la Constitution belge. Et donc, on avait un chef d'État politiquement irresponsable. Ce n'était pas lui qui pouvait démettre de ses fonctions un Premier ministre ou un gouvernement. C'était la tâche, la responsabilité du Parlement. Néanmoins, il le fait. Lumumba, il convoque le Parlement lui donne de nouveau une majorité de confiance, et donc on pousse en avant à ce moment Mobutu, qui fait un premier coup d'État militaire, et donc on ferme le Parlement, et Lumumba est donc à ce moment-là assigné à sa résidence, où il était enfermé et en quelque sorte prisonnier dans son propre pays.
Il essaye de fuir à un certain moment vers l'est du pays où ses partisans étaient en train de se regrouper. Il est pourchassé par les troupes de Mobutu qui ont un soutien notamment de la CIA. Et à un certain moment, et c'est un moment dramatique parce que ça démontre la trahison des Nations Unies, Lumumba, qui est poursuivi par des troupes de Mobutu, il arrive à un campement des soldats ghanéens. Les soldats ghanéens, ils envoient un message aux officiers supérieurs des casques bleus disant qu'ils veulent prendre en protection Lumumba, et pour eux c'est tout à fait normal parce qu'en fait ils étaient envoyés au Congo justement pour prendre la défense du gouvernement Lumumba contre ces interventions extérieures. Et alors il y a une réponse qui vient de l'état-major des casques bleus avec copie au secrétaire général Hammarskjöld dans lequel on dit que c'est interdit de prendre en protection Lumumba. Et ça c'est effectivement produit. On a donc trouvé dans les archives des Nations Unies les documents des casques bleus ghanéens. Ils ne prennent pas en protection Lumumba sur ordre de leurs officiers britanniques, anglais, qui étaient toujours dans l'armée ghanéenne. Et Lumumba est donc délivré aux troupes de Mobutu et enfermé dans une cellule tout près de Thèsville. Lettre à Pauline. Le testament de Patrice Lumumba, écrit depuis sa prison, peu de temps avant sa mort, en janvier 1961, ce texte vous est lu par l'artiste Mireille Assia Niembo. Ma chère compagne, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, et si je serai encore en vie lorsque tu les liras. Durant toute ma lutte pour l'indépendance de notre pays, nous n'avons jamais douté un instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans compromis, à une indépendance sans restriction. Le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé un appui direct et indirect, déclaré ou non déclaré, auprès de certains hauts fonctionnaires des Nations Unies. Cet organisme dans lequel nous avions placé toute notre confiance lorsque nous avions fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ceux-ci ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils en ont acheté d'autres. Ils ont contribué à déformer la vérité et à saper notre indépendance. Que puis-je dire d'autre? Que je sois mort ou vivant, libre ou prisonnier par ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, mais le Congo et notre pauvre peuple dont ils ont transformé l'indépendance en triste farce. Ma foi restera inébranlable. Je sais et sens dans le fond de mon être que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs, qui se lèvera comme un seul homme pour dire non au colonialisme dégradant et humiliant, et pour instaurer sa dignité sous un soleil éclatant. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés des millions de Congolais, qui ne cesseront la lutte tant que les colonialistes et leurs mercenaires se trouveront dans notre pays. À mes fils, que j'ai quittés peut-être, pour ne plus jamais les revoir, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux et de tous les Congolais la réalisation de la tâche sacrée de reconstruire notre indépendance et notre souveraineté. Parce que sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. La brutalité, les services, les tortures,
ne m'ont jamais amené à implorer la grâce parce que je préfère mourir la tête haute avec la foi indestructible et la confiance profonde dans la destinée de notre pays plutôt que de vivre dans la soumission en ayant renié les principes qui me sont sacrés. L'histoire prononcera un jour son jugement, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, à Paris, à Washington ou aux Nations Unies. Ce sera celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantômes. L'Afrique écrira sa propre histoire, et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Je sais que mon pays qui souffre tant saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique. Au début de l'année 61, finalement, il y a un risque que Lumumba sera libéré. Il y a une mutinerie dans le campement où il a été enfermé. Et une des exigences des soldats est notamment la libération de l'ex-premier ministre. Alors on fait le transfert de Lumumba avec deux autres dirigeants nationalistes vers le Katanga. Pourquoi on l'envoie vers le Katanga? On ne voulait pas que le sang de Lumumba allait tacher les mains du régime dans la capitale, parce que le président Kasavubu, qui était toujours sur sa place, c'est lui qui avait une certaine légitimité au plan international. Et donc on l'envoie au Katanga, parce que l'aéroport du Katanga était divisé en deux. Il y avait une partie qui était aux mains des casques bleus et une autre partie était aux mains de la Belgique. Et donc, c'était sur la partie qui était contrôlée par la Belgique qu'on pouvait déposer sans problème Lumumba. Il est arrivé le 17 janvier 61. Il a encore vécu 4 heures pendant lesquelles il a été fortement torturé et finalement il a été exécuté par un peloton de soldats et de policiers katangais, un peloton d'exécution qui a été dirigé par des officiers belges. Après la mort de Lumumba, on va de nouveau ouvrir le Parlement sous les auspices des Nations Unies et on va installer un régime plutôt favorable à l'Occident avec l'aide aussi des nationalistes démoralisés après la décapitation de leur mouvement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas seulement tué Lumumba mais aussi Mpolo et Okito, mais en plus 7 autres dirigeants ont été massacrés quelques jours après l'assassinat de Patrice Lumumba. À ce moment, donc au milieu de l'année 61, on croit que le problème est résolu, qu'on a un régime pro-occidental stable, qui était quand même une sous-estimation du degré, du profondeur de la volonté de la population congolaise d'avoir une réelle indépendance. Et ça, c'est exprimé dans des révoltes en 62, 63, 64, et en 64, cette révolte a vraiment pris une ampleur extrêmement grande dans un laps de temps extrêmement court. Les rebelles ont pu contrôler presque 40% du territoire du pays. C'était les soi-disant Simba ou les lions en Swahili, et c'est alors que la Belgique ordonne donc une intervention militaire et avec une opération dirigée par une centaine d'officiers belges qui ont donc utilisé comme fer de lance des centaines de mercenaires et avec des troupes qui venaient de l'armée congolaise et avec un support dans l'air d'une
flotte aérienne qui était livrée par la CIA. On a donc traversé tout l'est du pays, donc tout le territoire qui était sous contrôle des Simba, des rebelles. Et pendant cette reconquête, on a vraiment organisé un bain de sang affreux. On n'a pas compté les morts, mais il y avait des dizaines. Il y a des chercheurs comme Gérard Libois qui parlent même des centaines de milliers de morts qui sont tombés pendant cette reconquête de l'Est. Et c'est donc à ce moment que, effectivement, on a pu briser cette révolution anticoloniale qui avait débuté en 1959. Et donc, c'est seulement 4 années et demie après l'indépendance qu'on avait brisé cette révolution anticoloniale et qu'on a donc pu ouvrir la voie vers un régime néocolonial docile, stable, et ça c'était donc la deuxième république de Mobutu qui a été instaurée en novembre 65. À ce moment, il a donc fait un coup de balai. Il a donc balayé les politiciens qui d'ailleurs n'avaient aucun crédit auprès de la population. Il a donc instauré à ce moment une dictature militaire, une dictature qui a donc pendant 3 décennies exsangué le pays. Masuto zalaki kotambola tozalaki misato na gu toyebanaki maso ya mokili tokabwanaki mpona nini matongi elekaki biso mbeka tozalaki kotambola tozalaki misato na gu toyebanaki maso ya mokili tokabwanaki mpona nini matongi elekaki biso mbeka masu tozalaki kotambola tozalaki misato na gu toyebanaki maso ya mokili tokabwanaki mpona nini matongi elekaki biso mbeka soki nazwi ya ngai moto eloko ekomaki bokamarade kaka songisongi soki nazwi ya ngai moto akotuna ngai apesi ngai nini akotuna ngai lobi nalambaki nini akotuna ngai lobi nalataki nini akotuna ngai couleur ya mobali nini masu dalaka moto yokotonga eloko ekomaki bokamarade kaka songisongi soki nazwi ya ngai moto eloko ekomaki bokamarade kaka songisongi soki nazwi ya ngai moto akotuna ngai apesi ngai nini akotuna ngai lobi nalambaki nini akotuna ngai lobi nalataki nini akotuna ngai couleur ya mobali nini
yokotonga e. Makambo ezanga moto na makolo okumbisinga ngambo epai ya mwasi yanga na e masu talaka moto yokotonga e masu tozalaki kotambola na yo oevandelenga nde makambo e makambo ezanga moto na makolo okumbisinga ngambo epai ya mwasi yanga na e masu talaka bato yokofinga e otonga moto e otianga ina kati ofinga moto e otianga ina kati oseka moto e ombonanga ina kati soki batuniyo obandina yoko yanga na e masu dalaka moto yokotonga e motindu yai elokwe bomaki bo camarade kaka makambo e ya motindu yai otonga moto e otianga ina kati ofinga moto e otianga ina kati oseka moto e kombonanga ina kati soki batuniyo obantina yoko yanga na e masu talaka moto yokotonga e
Cette série de podcasts est le fruit d'un partenariat avec le Centre culturel de Strombeek, le SMAC, les commissaires Anne Simpoma, ASBL Nouveau Système Artistique, Pascal Obolo, cinéaste, Revue Africada, Rokia Bamba, artiste sonore et Radio Campus Bruxelles.